Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour et bienvenue pour ce Nouvel Esprit Public qui prend une forme assez particulière puisque ce sera une conversation entre quelqu'un que vous connaissez de longue date qui est Richard Verly. Richard, bonjour. Bonjour. Correspondant à Paris de ce quotidien en ligne helvétique qui est Blick.fr et auteur d'une newsletter à laquelle on peut s'abonner facilement et en même temps directeur de collection chez Nevicata, chez un Belge d'ailleurs, ce qui prouve l'étendue de la francophonie, de la collection L'âme des peuples. Il s'agit ici de rendre compte, de raconter le voyage que Richard a fait aux États-Unis en avril dernier, 100 jours après l'intronisation de Donald Trump, et qui devrait nous conduire à un certain nombre d'éclairages sur l'administration après Trump et pendant Musk. C'était donc avant que Musk ne mette les pouces. La chasse aux immigrés et, en même temps, un voyage particulièrement intéressant chez l'auteur de Hillbilly Energy, c'est-à-dire le vice-président américain Vance, dans son pays natal, dans le Kentucky, pays qu'on pourrait qualifier de pays de petits blancs. Mais nous y viendrons en détail. Donc, Richard, commençons par le commencement. Vous passez à peu près un mois aux États-Unis et le début, c'est à Washington, à la recherche des effets de la prise de pouvoir par Donald Trump. Oui, c'est exactement ça. Je voulais être à Washington pour les 100 jours. J'y suis d'ailleurs arrivé pile pour cette date. C'était début avril, 100 jours de Trump au pouvoir depuis son investiture, à savoir le 20 janvier 2025, après son élection qui a eu lieu, comme on le sait, le 5 novembre 2024. Et j'arrive dans une capitale fédérale américaine où très vite je me rends compte de 3 choses. La première chose, c'est une population tétanisée par l'administration Trump. Pourquoi ? Parce qu'à Washington, et ça c'est unique aux États-Unis, la proportion d'employés de l'administration fédérale est énorme comparée à toute autre ville américaine. Et donc, nous sommes au moment où Elon Musk continue de faire ses coupes sombres dans le budget fédéral. Il a annoncé quelques jours plus tôt la fermeture pure et simple de USAID, l'agence de développement américaine. Et donc, je découvre une capitale fédérale littéralement tétanisée, où en gros, tous les gens à qui je parle, universitaires, journalistes, ont un parent ou un voisin qui est concerné par les coupes et les décisions prises par Donald Trump. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je découvre, c'est une administration américaine, la nouvelle administration américaine, républicaine, qui vit littéralement en autarcie. Et là, on sent bien le nouveau monde dans lequel on est entré. Traditionnellement, les administrations américaines se mêlaient dans les restaurants, dans les cafés, aux journalistes, aux chercheurs dans les think tanks. Et là, vous vous apercevez que les journalistes que je connais, je ne suis pas spécialiste des États-Unis, mais j'en connais quelques-uns à Washington, où les chercheurs de think tank ne rencontrent plus personne dans cette administration. C'est-à-dire que vous avez une administration qui est dans une bulle et qui ne cherche absolument pas le contact avec ce monde, on va dire, académique et intellectuel washingtonien traditionnel. Ça, c'est très impressionnant. Et puis, la troisième chose dont je me rends compte, c'est que commence une vraie guerre culturelle et elle est incarnée par un centre culturel qu'on ne connaît pas nécessairement en France, qui s'appelle le Kennedy Center, qui est le grand centre culturel à Washington, qui abrite à la fois des spectacles, il y a un musée, il y a des expositions, que Trump a décapité, il a limogé sa direction, il en a confié la direction à Marco Rubio, le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères, et là je commence à voir les prémices de ce qu'est une guerre culturelle, avec des gens qui me disent qu'il y a des projets d'exposition
dispositions et autres tout à fait réactionnaires dans une ville, Washington, qui était un peu le fer de lance de cette Amérique, on va dire, libérale. Donc je découvre d'un seul coup ces trois Amériques et je dois dire que par rapport à la période antérieure où j'y étais, c'est-à-dire au mois d'octobre-novembre durant la campagne, c'est un vrai choc et depuis, à ma connaissance, les choses ne se sont pas améliorées parce que la peur est à tous les étages. Je pourrais ajouter une quatrième dimension, c'est la dimension judiciaire. Commence au moment où j'y suis la guérilla judiciaire qui depuis s'est poursuivie entre d'un côté les juges, disons libéraux, ou souvent plutôt les juges qui veulent faire respecter le droit et la Constitution, et l'administration Trump qui fait tout pour les en empêcher. Et pour vous donner un exemple, au moment où j'y étais, il faut comprendre le système américain. Dans le système américain, le département de la justice, qui est le ministère de la Justice, a des avocats qui le défendent auprès de la Cour suprême. C'est-à-dire que les décisions gouvernementales sont défendues par des avocats auprès des différentes juridictions et notamment de la Cour suprême. Et l'un des avocats fameux de l'administration américaine qui avait passé plus de 25 ans à défendre donc les différentes administrations républicaines ou démocrates, venait de prendre sa retraite, il venait d'avoir un départ absolument sous les lauriers, sous les congratulations de tous les juges de la Cour suprême, les 9 juges de la Cour suprême, et son seul message quand il est parti a été de dire « Je ne sais plus si je pourrais aujourd'hui défendre le gouvernement qui dirige les États-Unis ». Mais alors, est-ce que cette forme judiciaire est la seule manifestation de résistance ? Quand j'y étais, oui. On sentait que sur ce front-là, sur le front de la justice, Donald Trump allait avoir des soucis à se faire. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a aux États-Unis une profusion d'instances. On va des tribunaux du county, d'abord du comté, ensuite les tribunaux de l'État, ensuite les tribunaux fédéraux au sein de chaque État, et enfin la Cour suprême. Et donc il y a ces 4 niveaux de juridiction où vous sentez que des freins, des résistances se mettent en place, pas toujours d'ailleurs de la part de juges démocrates, donc opposés politiquement à Trump, simplement de la part de juges qui lisent la loi, le droit, et qui constatent que le président des États-Unis fait le contraire. Ça, on le sentait très bien venir. Et puis l'autre résistance qu'on sentait venir, c'est la société civile. Je dois dire que j'ai été assez pas déçu, mais j'ai trouvé que les manifestations de protestation à Washington contre Donald Trump et Elon Musk, en fait, elles étaient relativement modestes. C'était quelques milliers de manifestants. Mais depuis, là, ça s'est enflammé, et notamment, on a vu ce qui s'est passé en Californie sur la question des migrants. Moi-même, je l'ai vu à Denver, au Colorado. Donc, on sent qu'il y a une société américaine qui est prête à se lever et à se mobiliser, mais elle n'a pas encore trouvé, ou elle n'avait pas encore trouvé au moment où j'y étais, le bon sujet peut-être, la bonne faille, et puis le leader ou les leaders capables de la mobiliser. Quand même un coup de chapeau, si l'on peut dire, à ce duo qui depuis des mois maintenant mobilise la contestation anti-Trump. C'est le sénateur Bernie Sanders, indépendant, ancien démocrate, et la représentante démocrate de New York, Alexandria Ocasio-Cortez. Ils sillonnent le pays tous les deux et ils en arrivent maintenant à des rassemblements de 30, 40 000 personnes, ce qui aux États-Unis est quand même très impressionnant. Oui, on peut suivre très facilement Bernie Sanders sur les réseaux sociaux. Il y est prolixe et il y est très clair. Et on peut en effet dire qu'il est aussi très attachant. Parmi les manifestations de distance prise à l'égard du gouvernement Trump par le pouvoir judiciaire, un certain nombre d'entre elles ont concerné la situation faite aux travailleurs immigrés, clandestins ou pas clandestins d'ailleurs, parce que la situation n'est pas extrêmement claire. On a l'impression qu'il ne suffit pas d'être en règle pour échapper au filet dans lequel on risque de vous prendre. Alors ça, Richard, vous l'avez vu, mais vous l'avez vu pas vraiment à Washington, parce que c'est pas là où les étrangers, ou les travailleurs clandestins ou immigrés simplement sont en plus grand nombre. C'était dans le Colorado ? Oui, tout à fait. Je suis parti dans le Colorado après cette semaine à Washington parce qu'il se trouve que j'ai des contacts à Denver, notamment à l'université de Denver, qui est une université privée assez célèbre aux États-Unis pour avoir un centre de relations internationales très coté. C'est un centre de relations internationales qui a été fondé par le père de Madeleine Albright, l'ancienne secrétaire d'État. Il s'appelait Joseph Corbell, immigré d'origine
tchèque, et c'est là qu'a étudié notamment Condoleezza Rice, qui a été la conseillère à la sécurité nationale, puis secrétaire d'État de George W. Bush. Donc cette université, elle est assez réputée. Il se trouve que j'ai une amie là-bas qui est prof et qui m'a permis d'avoir un certain nombre de contacts, et j'y allais spécialement pour la question des immigrés, parce que le Colorado comme État et Denver comme ville se sont proclamés, je dirais, juridiction sanctuaire, qui aide les immigrés. Vous avez d'ailleurs, si vous allez dans l'université de Denver ou dans les bâtiments publics au Colorado, vous avez des affiches qui sont collées contre le mur et qui proposent une hotline, un numéro d'appel pour tout immigré qui serait kidnappé, parce que c'est comme ça que ça se passe, kidnappé par les forces anti-immigration. Le Colorado est aussi emblématique parce que ceux qui s'intéressent à ces questions peuvent aller sur Internet et regarder. Il y a à Aurora comme l'aurore, qui est un quartier périphérique de Denver au nord, un centre de détention, un des plus grands centres de détention pour migrants illégaux des États-Unis, qui est géré par une société privée qui s'appelle la société Géo, qui gère plusieurs de ces centres aux États-Unis. Et très souvent, ce centre est cité dans des articles parce qu'il y a là quantité de protestations et d'actions qui se passent. C'est de là qu'on a sorti un certain nombre de ces migrants qu'on a envoyés au Salvador dans des avions quasiment chaînes et boulets aux pieds. Il n'y avait pas les boulets, mais il y avait les chaînes aux pieds quand on les a amenés aux avions. Et donc, moi, j'ai voulu comprendre ce qui se passait. Et la première chose que j'ai compris, et c'est ce qui explique tout ce qui se passe en Californie maintenant, c'est qu'aujourd'hui, sous la poussée de l'administration Trump, sous la recommandation de l'administration Trump, les services anti-immigration qu'on appelle ICE, peuvent tout faire aux États-Unis. C'est-à-dire que vous, Philippe, si à un moment donné vous êtes en défaut de visa et que pour une raison ou pour une autre vous êtes dans leur radar, ils peuvent passer avec leur véhicule, s'arrêter au bord de la rue, vous prendre, vous jeter dans leur véhicule, et votre famille n'aura des nouvelles de vous qu'au bout de 48 ou 72 heures si vous êtes encore chanceux. C'est comme ça qu'une étudiante d'origine turque à Columbia s'est trouvée prise littéralement devant l'université parce qu'on avait trouvé dans son téléphone des messages qui soutenaient les Palestiniens. C'est dire qu'il y a une sorte de police, mais de police, je dirais, extrêmement dure qui s'est mise en place. La peur s'est immédiatement répandue dans tous les milieux où il y a de l'immigration, dans beaucoup de familles, et les associations de défense des immigrés passent leur temps littéralement à essayer de savoir où sont passés des gens qui ont ni plus ni moins disparu, soit de leur lieu de travail pour ceux qui travaillaient, soit de leur domicile, parce qu'ils ont été pris dans une rafle. Et ces gens peuvent être des immigrés sans papier ou des immigrés avec papier. Alors, la majorité des récits que j'ai eus sont des immigrants sans papier, ou pour être plus exact, avec des papiers mais sans titre de séjour. Notamment puisque vous savez que sous l'administration Biden, qui avait entrepris un certain nombre de régularisations, vous aviez une application sur votre téléphone que les immigrés nouveaux arrivant aux États-Unis pouvaient avoir. Ils s'enregistraient. Donc, ils n'étaient pas sans document. On savait qui ils étaient, mais ils n'avaient pas de titre de séjour. Ils étaient en attente d'une réponse de l'administration. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont en priorité visés par ICE, l'administration chargée des services de l'immigration, et on les prend, on les emmène dans des centres de détention. Ce qui se passe maintenant, c'est que comme l'administration Trump a commencé à faire un mapping judiciaire, il y a des États où les juges font des recours rapides. C'est le cas au Colorado. Donc en ce moment, la fameuse prison d'Aurora dont je vous parle, l'administration Trump n'y envoie pas beaucoup d'immigrants parce que le risque de recours est grand. On les envoie plutôt en Louisiane, dans les États du Sud, où les juges sont conservateurs et ne font pas de recours ou attendent d'en faire. Pourquoi je dis attendre d'en faire? Parce qu'entre-temps, on a mis les gens dans des avions et ils sont partis au Salvador, en Équateur ou au Venezuela. Alors qu'est-ce qu'on sait exactement des rapports entre les États-Unis et l'Équateur en ce qui concerne les travailleurs immigrés clandestins, sans papier, qui se sont fait avoir? Alors il y a 3 pays, il y en a 4 en fait, qui sont le plus souvent cités. Il y a le Mexique, pour des raisons évidentes, la proximité géographique. Il y a le Venezuela, souvent cité parce que Trump dénonce les gangs vénézuéliens à l'assaut des États-Unis et parce qu'il a des relations très bizarres avec le gouvernement dirigé par Maduro. Il y a
Le pays, on pourrait dire, chéri de Donald Trump en Amérique centrale, c'est le Salvador, dirigé par le très autoritariste Nayib Bukele, avec cet immense complexe où on interne tous ceux qui sont soupçonnés d'appartenir à des gangs, notamment parce qu'ils sont tatoués, et vous avez l'Équateur également. Avec ces 4 pays, l'administration Trump a passé soit de manière officielle, c'est le cas avec le Salvador et le Mexique, soit de manière, on va dire, occasionnels sous forme de deal, des accords où ces pays acceptent de reprendre les migrants qu'on leur envoie. Et quand on leur envoie les migrants, on leur envoie des gens qui sont enchaînés, pieds et mains, qu'on a mis dans un avion. Souvent, leurs familles ne savent même pas qu'ils ont quitté le territoire américain et les autorités qui les reçoivent ont juste une liste de noms et n'ont guère plus d'informations. Donc c'est pour vous dire qu'il s'agit avant tout d'évacuer, d'expulser le maximum de gens. D'ailleurs, Trump et son administration a commencé à évoquer la Libye également comme un possible endroit où on pourrait envoyer des immigrés. Le Rwanda, vous vous souvenez de ce qui s'était passé avec le Royaume-Uni, revient sur le devant de la scène. Bref, aujourd'hui, la politique de l'administration Trump, c'est je veux faire sortir des États-Unis le plus vite possible, dans n'importe quelles conditions, ceux que mes services de l'anti-immigration ont arrêtés et qui ne font pas encore l'objet d'un recours. Et encore, puisque vous savez, il y a eu beaucoup d'articles écrits sur ce Salvadorien du Maryland, dont le nom m'échappe maintenant, qui a été arrêté alors qu'il était, lui, légal, c'est ce que vous disiez, qu'il a une famille, eh bien, son arrestation remonte maintenant à 2 mois et il n'est toujours pas revenu du Salvador. Alors, pour être tout à fait au courant de tout, ceux qui sont arrêtés et envoyés au Salvador, ils sont salvadoriens ou ils peuvent n'avoir rien à voir avec le Salvador? Alors, la majorité d'entre eux sont salvadoriens, en tout cas d'après les informations dont on dispose, mais s'il y a par exemple des membres soupçonnés, parce que tous ces gens sont soupçonnés d'être membres de gangs vénézuéliens et que pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas les renvoyer au Venezuela, le Salvador a accepté de les prendre. Le Salvador est un pays où cet immense centre de détention qui s'appelle le centre de détention antiterroriste a été construit et où on entasse littéralement les détenus comme dans un poulailler, et il a fait savoir à Donald Trump, très officiellement, le président Bukele, qu'il était prêt à accueillir, bien évidemment, contre rémunération et contre subside, autant d'immigrés clandestins que Trump voudrait bien lui envoyer. Ceux qui sont envoyés au Mexique ou au Venezuela, pour autant qu'on sache, qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont aussi mis en détention sous une forme ou sous une autre, ou bien on dit, ben voilà, vous êtes au Mexique et débrouillez-vous? Alors, dans le cas du Mexique, ceux qui sont renvoyés, à ma connaissance, sauf s'ils ont des antécédents criminels établis par la justice mexicaine, ne sont pas internés. Par contre, l'élément nouveau avec le Mexique, nouveau par rapport à la période Biden, c'est qu'aujourd'hui, la frontière mexicano-américaine est totalement scellée et verrouillée. Elle continue, il y a toujours des échanges commerciaux de part et d'autre, il y a des camions qui franchissent le Rio Grande, mais il n'y a quasiment plus de passage d'immigrés du Mexique vers les États-Unis. Mais au Mexique, ceux qui sont renvoyés ne sont pas internés. Au Salvador, c'est prison directe, notamment dans cet énorme complexe pénitentiaire dont j'ai parlé, et d'où pour l'instant, d'après ce que j'ai pu lire, personne n'est sorti. Donc on vous y met et vous ne savez même pas qui peut vous en sortir, puisque de toute manière, il faudrait que vous ayez un avocat sur place, qui se rende sur place, etc., etc. Et je vous dis, dans le cas de ce Salvadorien du Maryland, qui pourtant a tous les arguments juridiques pour sortir, il a juste obtenu de sortir de pénitencier principal dans un pénitencier annexe, mais il n'a toujours pas été renvoyé aux États-Unis. Dans le cas du Venezuela, là, on ne sait pas. C'est le brouillard absolu. Les immigrants qui sont renvoyés, on le sait, sont accueillis et arrêtés par la police vénézuélienne. Que leur advient-il après? On ne le sait pas. On a parlé tout à l'heure de manifestations de résistance juridique, notamment à cette question des expulsions décidées par Trump. Ces manifestations ont pris une ampleur particulière avec la Californie. Mais elles sont de quelle nature? Elles sont politiques, elles sont sociales, ou sociétales, comme on dit maintenant. Elles sont juridiques, elles sont tout ça en même temps? Moi, de ce que j'ai pu voir dans le Colorado et non pas en Californie, c'est que vous avez, sur la question des immigrés, 3, je dirais, groupes sociaux qui se mobilisent.
très fortement et avec lesquels l'administration Trump est maintenant en lutte ouverte, et ça nous amène à ce qui s'est passé en Californie où, alors que nous parlons, la garde nationale et les Marines sont toujours déployés contre l'avis du gouvernement californien et du gouverneur de Californie, Gavin Newsom. Le premier groupe, c'est bien évidemment les immigrés eux-mêmes. Donc vous avez tous ces gens qui sont renvoyés, dont un certain nombre, mais il est difficile d'en établir la proportion, mais sont sans doute des criminels et des délinquants. Il y a, il faut le dire, dans ceux que renvoie l'administration Trump, des vrais délinquants. Ça, c'est une réalité. Il y a les immigrés qui se solidarisent avec leurs parents, leurs enfants, leurs cousins. Et donc, vous avez notamment, c'est ce qui a fait qu'en Californie, vous avez notamment des manifestations très importantes de groupes hispaniques qui prennent la défense de gens qu'ils connaissent et qui ont été arrêtés et renvoyés. Ensuite, vous avez un tissu. La deuxième couche, je dirais, c'est ce tissu associatif américain qui, à la fois, défend et vit de la défense des immigrés. Vous avez quantité d'avocats aux États-Unis qui vivent des droits des immigrés, qui se sont spécialisés dans chaque comté. Vous avez des dizaines d'avocats qui sont là pour défendre, d'ailleurs c'est pareil en France, pour défendre les droits des immigrés, pour porter leurs droits devant les tribunaux, etc., etc. Ces gens aujourd'hui, à la fois par défense des valeurs dans lesquelles ils croient, c'est-à-dire l'immigration constitutive de l'Amérique, mais aussi, il faut bien le dire, parce que ce sont leurs clients qu'ils voient disparaître, se mobilisent, se coalisent, organisent des groupes d'action pour contrer le gouvernement partout où cela est possible. Et puis la troisième couche, c'est ce que je dirais les Américains désireux de voir leur pays demeurer un pays d'accueil. Là, on parle de gens qui n'ont pas toujours à voir avec les immigrés, qui ne sont pas toujours engagés dans la cause de la défense des immigrés, mais qui pensent simplement qu'il est intolérable aux États-Unis de fermer les portes d'un pays qui s'est toujours construit sur l'apport de main-d'œuvre et sur l'apport de populations étrangères. Et vous avez ces trois groupes qui se coalisent. Donc encore une fois, les communautés immigrées, notamment hispaniques, d'un côté, tout ce monde juridico-social qui est aux côtés des immigrés, et puis les Américains qui défendent ce qu'ils estiment être les valeurs de l'Amérique, c'est-à-dire une Amérique ouverte et non pas une Amérique forteresse. On se souvient le jour de la prise de pouvoir par Trump, enfin de l'installation de Trump, de cette messe qui était dite à la cathédrale de Washington, une des cathédrales luthériennes, et cette messe célébrée par une évêque. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres féminins à évêque que évêque. Célébrée par une évêque dont l'homélie a consisté à supplier Trump de tenir compte des souffrances des plus faibles, des droits des immigrés, etc. Il semblerait que ça ne lui ait d'ailleurs pas plu et qu'il ait fait par la suite des commentaires peu aimables sur cette dame évêque. Mais ma question, c'est les églises. J'imagine qu'il y a partout des prêtres qui manifestent, mais est-ce que les églises, et si oui, lesquelles, se portent aux côtés de ces gens qui sont enlevés, kidnappés et envoyés au Venezuela ou au Salvador ou au Mexique? Alors, le paysage des églises que j'ai pu voir aux États-Unis pendant ce séjour, notamment dans le Colorado, puis en Virginie occidentale, on en parlera, est un paysage assez contrasté. D'abord, il faut le dire que vous avez toute une partie du paysage religieux américain qui est pro-Trump, qui adhère à ce renvoi d'immigrés, même s'il est inhumain. Alors bien évidemment, les pasteurs pro-Trump, les pasteurs MAGA, Make America Great Again, dans leurs homélies vont toujours appeler à la défense de l'humanité, etc. Mais de facto, j'ai assisté en Virginie occidentale à des offices où vous aviez le pasteur qui appelait à renvoyer ces immigrés qui apportent la criminalité, qui apportent, je dirais, une forme de gangrène dans ce grand pays qu'est les États-Unis. Donc il ne faut pas négliger cet aspect. Il y a une partie du public américain religieux qui, néanmoins, vis-à-vis des immigrés, est extrêmement, veut les ostraciser et les renvoyer. Et puis vous avez les autres églises, souvent protestantes bien évidemment, qui sont des églises très largement hispaniques ou avec une dominante hispanique qui servent de sanctuaire et de refuge aux immigrés. Et vous avez l'église catholique. Et là je voudrais en dire un mot parce que le hasard a fait, vous avez suivi cela aussi Philippe, qu'au moment où j'étais aux États-Unis, je me trouvais à Denver, le nouveau pape a été désigné et que ce pape est
américano-péruvien, américain de naissance né à Chicago, et ensuite parti comme missionnaire au Pérou dont il a acquis la nationalité. Et là, j'ai pu voir à Denver, à la cathédrale de Denver, le jour où l'élection du pape a été connue. Donc il a été élu, je crois, vers 18h à Rome, c'est-à-dire il était 10h du matin dans le Colorado. Je me suis immédiatement rendu à la cathédrale de Denver et j'ai vu affluer, alors ce n'était pas des centaines, mais des dizaines de fidèles catholiques hispaniques qui considéraient que ce pape allait les défendre. Et donc il y a maintenant une église catholique américaine, même si une frange de cette église catholique peut être très conservatrice, l'église catholique américaine, du fait de l'accession de Léon XIV au siège de successeur de Pierre, comme on dit, va être sûrement se sentir obligée de défendre les droits des immigrés, et notamment le droit des immigrés latino-américains, parce que le pape est lui-même le produit de cette culture-là. Et donc c'est intéressant parce que Donald Trump, bien évidemment, a félicité le nouveau pape d'emblée, il s'est félicité du fait qu'il soit américain, mais immédiatement on a pu voir dans la presse un certain nombre de réactions où des responsables de l'administration Trump commençaient à dire « là, ça va être compliqué pour nous parce que l'Église catholique, qui a quand même des réseaux très importants aux États-Unis, l'Église catholique va prendre fait et cause, non pas pour la défense des immigrés, mais pour la défense du droit dans le traitement des immigrés. » Oui, et un des derniers, le dernier d'ailleurs visiteur officiel du pape précédent, du pape François, était le vice-président des États-Unis, catholique, il faut le rappeler, auquel le pape avait fait savoir qu'il n'approuvait pas l'idée, il ne trouvait pas que la théologie augustinienne veuille qu'on aime d'abord sa famille, puis ses proches, puis ses voisins, puis etc., etc. Ce que d'ailleurs le nouveau pape s'est empressé de confirmer peu de temps après. Mais alors, puisqu'on vient d'évoquer la personne, l'étrange personne de ce vice-président des États-Unis, qui a d'abord été un opposant virulent et assez méprisant, même à l'égard de Donald Trump au début de la campagne, puis qui est devenu, sans que j'ai eu le sentiment d'avoir lu quelque part une explication convaincante du parcours qui les a conduits l'un vers l'autre. Mais cet homme, et j'avais eu l'occasion de le dire à l'antenne du Nouvel Esprit Public, cet homme a publié un livre qui a été traduit en français, qui est disponible en poche, qui s'appelle Hillbilly Elegy, qui veut dire l'élégie du plouc, dans laquelle il raconte tout ce qui aurait pu lui arriver s'il n'avait pas eu la chance, grâce à l'armée, d'être incorporé à l'université de Harvard. Et ce personnage, Richard, vous êtes parti à sa découverte. Oui, je trouve qu'il est fascinant, J.D. Vance. Il est fascinant d'abord parce qu'il est jeune, 40 ans, d'abord parce qu'il a un parcours qu'il a raconté dans ce livre, Hillbilly Elegy, récemment traduit de nouveau en français sous le titre « Une épopée américaine », alors que littéralement, on pourrait plutôt traduire l'épopée des ploucs, en quelque sorte. L'épopée américaine ne reprend pas en compte ce terme hillbilly, qui, en argot américain, veut dire les gamins des collines, c'est-à-dire un peu quelque chose comme le plouc en français. Je trouve ce personnage fascinant à plusieurs égards. D'abord parce que la seule fois où je l'ai vu, c'était dans un contexte quand même lourd de conséquences. C'était au mois de février de cette année à la conférence annuelle sur la sécurité de Munich. Souvenez-vous, il y est venu en Allemagne et en pleine campagne électorale allemande, il a fait littéralement une ode à l'AfD, c'est-à-dire à l'extrême droite allemande, reprochant au gouvernement de l'époque, le gouvernement du social-démocrate Olaf Scholz, mais aussi à celui qui est depuis devenu chancelier, Friedrich Merz, de, en gros, priver les Allemands d'une réelle démocratie et priver les Allemands du droit de choisir. C'était quand même non seulement gonflé, mais on était à la limite de l'insulte. C'était une insulte publique adressée par un vice-président américain aux électeurs allemands. Et ça, je dois dire que j'ai trouvé ça très choquant et les Allemands à qui j'ai pu parler étaient vraiment outrés de cette attitude. Alors j'ai voulu comprendre et pour comprendre, je me suis dit que le meilleur moyen était d'aller retrouver ses traces. Alors, dans son livre Hillbilly Elegy, qui est une autobiographie, il raconte son propre parcours, il raconte comment il a grandi
à Midtown, Ohio, donc Ohio, État industriel, ce qu'on appelle la Rust Belt, la ceinture de la rouille, qui a perdu quantité de ses industries. Lui, il a grandi dans l'Ohio, mais son périple annuel, celui qui l'a formé, c'est le périple qu'il effectuait durant les vacances scolaires, où il quittait l'Ohio et le domicile de sa mère toxicomane pour se rendre dans la maison de sa grand-mère, au nord du Kentucky, dans le comté de Breathitt, qui est à la lisière de la Virginie occidentale. Donc il passait du décor industriel de l'Ohio aux verdoyantes collines du Kentucky et de la Virginie occidentale. Et je voulais voir cet endroit, je me dis, je voudrais voir quand même cette maison. Et donc, je suis parti de New York et j'ai descendu toute cette région des Appalaches. Vous savez, les Appalaches, c'est cette chaîne de petites montagnes qui constituent l'épine dorsale de la côte est des États-Unis. Et là, j'ai découvert et j'ai compris. J'ai découvert une Amérique d'abord que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire une Amérique dont la culture, la mentalité s'est forgée au pied des mines. Mais ce ne sont pas des mines comme on les connaît en Europe et en France ou comme on les a connues en France. Ce ne sont pas des mines dans des zones, on va dire, relativement industrielles et urbaines. Ce sont des mines qui sont plantées au cœur de la nature. C'est encore une Amérique où vous voyez sortir des forêts, littéralement des godets remplis de charbon, avec ce charbon qui est rejeté par le godet et qui tombe ensuite dans les camions qui l'attendent en bas. C'est très impressionnant, avec quantité de mines qui bien sûr sont fermées, mais d'autres qui continuent de fonctionner. Donc une mentalité minière des petites communautés de blancs, c'est très important, souvent d'origine irlando-écossaise, allemande, de gens qui n'ont jamais quitté ces parages. C'est pas du tout une Amérique de la transhumance nomade, comme par exemple on en trouve dans l'Ouest américain. C'est une Amérique sédentaire, regroupée dans ce qu'ils appellent les hollows, les vallées, et qui est extrêmement attachée à la terre, et dont le triptyque, je répète ce qu'on m'a dit, est travail, famille, religion. Et ça, vous sentez cette Amérique. C'est une Amérique qui a, pendant longtemps, qui a été une sorte d'aristocratie, non pas industrielle, parce qu'il n'y avait pas d'industrie avec des mines, mais à travers les mines, vous aviez des grandes familles minières, propriétaires de mines, qui possédaient des magnifiques villas que vous voyez encore dans ces villes aujourd'hui désertées. Vous aviez des mineurs très bien payés, et ceux qui continuent aujourd'hui de travailler dans les mines sont toujours très bien payés, et donc vous aviez une sorte d'aristocratie ouvrière, on va dire, et tous ces gens se retrouvant le week-end, riches ou moins riches, à tirer le cerf dans la forêt avec des carabines à longue portée ou aller pêcher. Et c'est donc une Amérique qui à la fois est totalement isolationniste, et vous allez comprendre pourquoi j'en viens là, totalement isolationniste parce qu'elle se vit en dehors du reste du pays, mais très demandeuse de fierté parce qu'elle a eu son heure de gloire. Et ce mélange d'isolationnisme farouche, le monde n'existe pas, en gros les Appalaches nous protègent, et de grands besoins de fierté, nous sommes un grand pays, nous sommes une puissance, notre terre est riche, c'est ça que vous retrouvez à travers J.D. Vance, qui est un personnage qui en plus a réussi, ce qui quand même, il faut bien le dire, sidère beaucoup d'observateurs, sidère dans le sens un peu admiratif. Vous avez quelqu'un qui grandit dans un foyer disruptif avec une mère toxicomane, qui est engagé dans l'armée américaine, qui part en Irak dans une unité non combattante et qui, bénéficiant d'une bourse, comme toutes ces bourses de l'armée américaine, atterrit à Yale. Et aux États-Unis, ça je l'ai découvert, Yale Law School, c'est vraiment l'ultra chic, la meilleure formation possible, et fini avocat, il sort de Yale Law School, il est pris en, il est cultivé, on pourrait dire, par un milliardaire qui s'appelle Peter Thiel, milliardaire du numérique, qui va en faire son homme de main. Et donc vous avez le parcours assez extraordinaire d'un hillbilly, d'un plouc, qui devient un sénateur de l'Ohio et qui devient l'homme de main d'un des plus importants penseurs et milliardaires américains du moment, qui est Peter Thiel. Richard Verlet, une des questions qui se pose à propos de Vance, vous l'avez dit, il est jeune, il est vice-président des États-Unis, Donald Trump n'est pas jeune, il est une éventuelle cible, comme on l'a vu, ça n'est pas simplement une hypothèse. Qu'est-ce qui caractériserait, qu'est-ce qui ferait la différence entre Trump et Vance si Vance était amené
à remplacer Trump. Et dans les voyages et les conversations que vous avez eues à travers les Virginie et dans le Kentucky, quelle image pensez-vous que Vance ait dans ces États-là ? La grande différence que je vois, c'est que Vance, parce qu'il est plus jeune, parce qu'il est aussi, plus lettré que Donald Trump, il a quand même écrit un livre qui a été best-seller, alors que Donald Trump se glorifie de n'avoir jamais rien lu ou quasiment. Vance est beaucoup plus prône, c'est une proie beaucoup plus facile pour les idéologues. J'ai parlé de Peter Thiel, ce multimilliardaire américain très libertarien. C'est quelqu'un qui voudra sans doute aller davantage que Trump dans le sens de tout ce qu'on pourrait appeler en Europe l'extrême droite libertarienne. Il est beaucoup plus ancré dans ce courant-là. Il n'a pas le pragmatisme de Donald Trump qui est capable de dialoguer avec à peu près tout le monde et qui se fiche pas mal de savoir quel est le régime avec lequel il traite dans le monde pourvu qu'il lui rapporte. Ça, c'est la première chose. Vance risque d'offrir un panorama idéologique beaucoup plus dur. La deuxième chose, c'est que Vance, il a une histoire d'authenticité américaine qui n'est pas du tout la même que celle de Trump. Et donc, on peut penser que Vance, à un moment donné, risque d'avoir affaire beaucoup plus que Trump à la rébellion de groupes sociaux, notamment la diversité américaine, afro-américain ou bien hispanique. Trump, son génie, c'est qu'à travers son histoire complètement démente de promoteur new-yorkais, etc., il arrive encore à peu près à avoir des ramifications dans tous ces groupes sociaux, même s'il est détesté par une grande partie d'entre eux. On va voir peut-être avec J.D. Vance émerger le retour, je dirais, arrogant, le retour revendicatif, beaucoup plus d'une Amérique blanche qui veut sa revanche sur les autres groupes américains. Ça, c'est pas le cas de Donald Trump. Alors, en Europe, on s'est passablement intéressé à J.D. Vance. Est-ce que c'est le cas aux États-Unis aussi ? Est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'il n'est que l'ombre portée de Trump ou est-ce qu'il existe ? Vous avez deux écoles. Ceux qui pensent qu'il ne résistera pas au départ de Trump si Trump ne cherche pas à faire de troisième mandat, et la Constitution le lui interdit, et il semble qu'il s'est rendu à la Constitution, puisqu'il l'a dit dans une émission de télévision. Et vous avez ceux qui croient qu'à ce moment-là, le Parti républicain redeviendra un parti où le débat existe et où d'autres candidats peuvent s'opposer à J.D. Vance et l'éliminer lors d'une primaire. Et l'autre école, c'est ceux qui pensent que Trump fera tout pour lui passer le relais, pour le modeler et pour en faire son héritier. Aujourd'hui, d'après ce qu'on peut voir et la place qu'il a aux côtés de Trump, la tentation semble bel et bien d'en faire l'héritier, un héritier dont Donald Trump s'assure qu'il sera toujours favorable à son clan et à sa famille. Richard Verly, merci beaucoup. Une lecture, Hillbilly Elegy, en poche, au livre de poche, pour en savoir un peu plus sur le vice-président américain.